La représentation populaire, d'abord l'utilisation du terme d'autisme dans le langage commun. Bon, on a eu des exemples très récents au cours de cette campagne électorale où le terme d'autisme a été utilisé. Qu'est-ce que c'est que d'être autiste dans le langage commun? C'est ne pas entendre les autres. On voit combien c'est très caricatural par rapport à la complexité que représente le fonctionnement cognitif des personnes autistes, d'autant que c'est très injuste parce qu'ils entendent très bien ce que disent les autres, ils l'entendent au premier degré, ou là, parfois, il faudrait l'entendre au deuxième degré, mais ils entendent très bien ce que disent les autres. Donc la question n'est pas là. Leur difficulté sociale tient plus à leur spécificité, à la difficulté à prêter de l'intention à l'autre et à accompagner cette variation intentionnelle qui est naturelle et normale au fil de l'échange. Mais c'est pas, la question n'est pas d'être totalement renfermé. Alors, à côté de ça, on a des représentations sur le syndrome d'Asperger, par exemple. La définition du syndrome d'Asperger, telle qu'elle est proposée par la classification internationale des maladies, c'est un enfant autiste, avec l'ensemble de la symptomatologie qui confère le diagnostic d'autisme, mais quand on mesure son niveau intellectuel, il n'y a pas de retard intellectuel, mais ça c'est le cas de quand même 70% des enfants autistes. Et il a parlé tôt. Il a dit les premiers mots avant 2 ans et les premières phases avant 3 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a parlé comme tout le monde, mais ça veut dire que le langage est apparu sans délai par rapport au développement traditionnel. Les Nord-Américains, dans la classification DSM-5, ont supprimé le syndrome d'Asperger et ont rangé tous ces troubles sous le seul terme de troubles du spectre autistique. La raison en est qu'il y a eu de très nombreux travaux expérimentaux qui ont tenté de mesurer une différence en termes cognitifs, en termes de fonctionnement entre les enfants autistes et les enfants de haut niveau et les enfants Asperger. Et aucun de ces travaux n'a permis d'aboutir à une différenciation claire. Il y a eu des auteurs qui sont intéressés évidemment au syndrome d'Asperger et qui ont proposé une représentation assez caricaturale du syndrome d'Asperger. Ce sont des personnes qui disent toujours la vérité, qui ne mentent jamais, qui peuvent faire des tâches répétitives très longtemps, qui voient mieux les détails que nous, alors, qui ont des intérêts restreints, c'est-à-dire qu'ils ont des champs d'intérêt qui les intéressent tellement qu'ils deviennent très, très forts, très champions dans ces champs d'intérêt. Tout ça est à la fois vrai et à la fois très caricatural. C'est aussi ce qui est source de fascination de notre part pour l'autisme, pour certains aspects de l'autisme, c'est leur surcapacité qu'on leur prête à faire un certain nombre d'opérations mentales. Je pense à ce garçon anglais qu'on met dans un hélicoptère, il survole Rome pendant 45 minutes, et puis après ça, il passe 5 jours à dessiner Rome. Et Rome est dessinée exactement comme il est, avec les immeubles ont le nombre de fenêtres exact de la réalité, et il reproduit exactement ce qu'il a vu. Alors ça, évidemment, c'est très interrogeant pour chacun d'entre nous. Comment il est possible, en 3 quarts d'heure, de pouvoir photographier, d'une certaine façon, toute la ville de Rome? Il a une très bonne perception visuelle. Il a une très bonne mémoire parce qu'il travaille beaucoup plus sa mémoire que chacun d'entre nous. Je fais un aparté. Si je ne peux pas faire de catégorie, si je ne peux pas généraliser les apprentissages, chaque apprentissage va se marquer, va venir nourrir le processus. Et donc, je vais utiliser ma mémoire pour pouvoir retenir chacun de ces apprentissages, chacune de ces situations de vie. Et donc, je vais travailler avec ma mémoire beaucoup plus qu'un enfant au développement traditionnel. La mémoire doit être considérée là comme un des processus d'adaptation de l'autisme au fonctionnement dans la vie et dans le monde. Et donc ils ont une excellente mémoire parce qu'ils travaillent beaucoup plus leur mémoire. Et donc ce garçon a une très bonne perception visuelle, une très excellente mémoire. Et donc 3 quarts d'heure lui suffisent à photographier très exactement Rome. Mais s'il a cette capacité-là, c'est parce qu'il est autiste. Il n'est pas surdoué
C'est son autisme qui explique ça. La fascination qu'on peut avoir à l'égard de ses compétences, c'est une fascination morbide. Daniel Tammet est capable de réciter le chiffre pi avec 3000 chiffres après la virgule. Alors là aussi, ça fascine tout le monde. Mais en réalité, il s'est construit une représentation mentale des chiffres qui est faite de petits bâtons, plus ou moins élevés. Et donc il a dessiné un paysage virtuel qu'il a en lui, qu'il mémorise, de 3000 petits bâtons. Et quand il récite le chiffre pi, il décrit le paysage qu'il a sous ses yeux à ce moment-là, sa représentation mentale. Et donc, c'est une construction très particulière qui lui permet d'accéder à ce résultat, de savoir le 3000 chiffres après la virgule du nombre pi. Mais là encore, c'est des processus qui sont des processus... notre fascination doit être mesurée. Après tout, si ça leur permet de fonctionner mieux, tant mieux, et il n'y a rien à dire. Si ceci, au passage, leur a permis d'atteindre un niveau d'autonomie et de liberté important, tant mieux. Mais est-ce que nous devons être fascinés par ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. À côté de cet autiste Asperger ou autiste de haut niveau, il y a l'autiste très jeune ou l'autiste qui n'aura pas avancé dans la mise en place des processus de communication, dans le langage, qui a éventuellement un retard mental associé, et où on a des enfants qui sont authentiquement qui nous donnent l'impression d'être très étranges. Ils ont des perceptions neurosensorielles qui sont particulières, ils ont souvent une hypersensibilité auditive, tactile, olfactive, gustative, visuelle. Ils ont des réactions étranges. Ils sont notablement différents des enfants au développement traditionnel. Toute la représentation du développement, toutes les mesures du développement, tout ce que, enseignants, on apprend au fil de notre expérience avec des enfants année après année, c'est une référence au développement traditionnel. Les tests de QI sont calibrés à la lumière du développement traditionnel. Et là, on a des enfants qui sont dans des processus de développement qui sont très différents. Et donc, jamais ils ne rejoindront les processus de développement traditionnel. La mesure qu'on peut faire du QI d'un enfant autiste est très limitée par l'outil même qu'on utilise. Puisqu'il est calibré à la lumière du développement traditionnel, quelle probabilité a-t-il de nous donner un juste reflet des potentialités cognitives d'un enfant qui se développe différemment? Ceci pour dire que quand un enfant autiste arrive dans une classe, c'est pour l'enseignant une réelle bombe atomique. On a vraiment un enfant qui va se développer différemment et Dieu sait si notre système scolaire, si la manière dont on juge, dont les enfants avancent dans leur scolarité est très normée. Et bien ces enfants, il faut accepter que ces enfants ne s'inscrivent pas aussi facilement que ça dans la norme. Évidemment, il faudra qu'ils avancent dans leur scolarité, qu'ils avancent dans les compétences scolaires, parce que c'est comme ça qu'ils gagneront leur liberté. Mais ils ne avanceront pas de la même façon et pas au même rythme que les autres, et ça peut être notablement décalé. On peut avoir des enfants qui sont très forts en maths et qui ont plus de difficultés en français, ou l'inverse, et il faut les faire redoubler un enfant parce qu'il n'est pas assez fort en français alors qu'il est très fort en maths, est une solution qui va l'emmener, qui risque de l'emmener dans le découragement. Il faut accepter que les rythmes d'acquisition sont très différents parce que la représentation mentale, parce que la manière dont ils avancent dans les apprentissages implicites est très particulière et demande de diversifier les expériences et de les répéter plus longuement, et parfois très longuement. Enfin, il y a eu évidemment beaucoup de
de films qui ont été faits aujourd'hui sur l'autisme. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est L'Enfant sauvage de Truffaut, qui est la narration de cet enfant qu'on a trouvé en 1800 dans les bois de l'Aveyron, Victor, et pour lequel, à l'époque, évidemment, on n'avait pas un diagnostic d'autisme, mais pour lequel un médecin qui s'occupait de lui, qui s'appelait Itard, avait fait une description par le détail du quotidien au fil des années de cet enfant et de cet adulte. Et quand on lit cette description, ça renvoie très clairement à un diagnostic d'autisme. Les symptômes sont vraiment là, présents, tous en nombre suffisant, suffisamment longtemps. Et puis depuis, il y a eu de très nombreux films qui ont été faits. Là encore, le risque à chaque fois de ce genre de proposition, c'est d'entretenir une caricature de l'autisme. Rayman, il est capable de compter le nombre d'allumettes tombées par terre en très peu de temps, ou de compter les cartes sans qu'on s'en rende compte quand il joue au blackjack. Donc tout ceci, disons qu'il y aura autant de situations caricaturales qu'il y a d'enfants autistes ou de personnes autistes. Chacun va être très dépendant des rencontres qu'il va faire, puisqu'on vient bien de voir qu'il a du mal à généraliser. Et donc, il va y avoir une très grande diversité de l'autonomie et de la liberté des uns et des autres. Vouloir faire de tous les autistes, au prétexte qu'ils aiment bien les travails postés, répétitifs, qui voient mieux les détails, exclusivement des gens qui vont coder en informatique, n'est pas adapté. Beaucoup de personnes autistes aiment bien l'informatique. Beaucoup aiment bien l'informatique sans savoir coder. Hein. Ils aiment bien l'informatique parce qu'ils aiment bien l'outil informatique qui leur permet d'avoir des relations avec le monde d'une façon plus facile. Et puis ils aiment bien jouer sur informatique comme tous les mômes. Mais savoir coder, c'est une autre paire de manches. Quand ils savent coder, c'est pas pour ça qu'ils seront tous des codeurs exceptionnels. On peut les former à coder. Mais à ce moment-là, c'est une version assez, comment dirais-je, assez cynique du monde, qui voudrait qu'on essaye de mettre à profit des particularités, des compétences cognitives particulières, d'un mode de fonctionnement particulier, pour rentabiliser le mieux possible une production industrielle. Si on regarde dans la vraie vie, et qu'on voit les adultes autistes de haut niveau qui viennent nous voir aujourd'hui dans les centres de ressources avec une demande diagnostique, on a une très grande diversité d'adultes et une très grande diversité de métiers. Des avocats, des médecins, des enseignants, des pâtissiers. Enfin, on a vraiment l'ensemble des métiers qui est représenté. Donc l'idée qu'ils soient tous faits pour faire la même chose ou une chose très stéréotypée est une idée qui trouve très vite sa limite.